Je continue avec le cours de traitement thermique. C'est la deuxième et dernière capsule de la troisième semaine. En effet, j'ai remarqué que, bon, quand on donne nos cours en asynchrone comme ça va toujours un peu plus rapidement. Donc, je vais un petit peu ralentir le rythme, d'autant plus qu'on avait utilisé les trois premières périodes de laboratoire pour les premières heures de théorie. Donc, à partir de ce moment-ci, je vais ralentir un peu le rythme pour ne pas non plus prendre trop d'avance euh, sur les notions théoriques afin de que je puisse me permettre de synchroniser le plus possible la théorie vue en classe avec les laboratoires. Donc, bientôt, là, dans le laboratoire, deuxième laboratoire, ça va. Le sujet du deuxième, c'est le refroidissement continu, le durcissement martensique. Influence de la vitesse de refroidissement et du milieu de trempe et du taux de carbone sur la dureté de la martensite, sur l'apparition des microstructures. Donc, c'est en lien avec les diagrammes TRC. J'ai déjà terminé presque, en tout cas, oui, j'avais déjà terminé là, en ce qui a trait les TRC modifiés. Cette capsule-ci, je vais la consacrer de regarder de plus près la martensite, d'écrire davantage la martensite, ainsi que le mode de formation de la martensite et le mécanisme de durcissement de la martensite, ainsi que l'influence de différents paramètres lors de la trempe sur le durcissement. Je continue. Il me restait un dernier exemple. J'avais terminé la capsule un petit peu abruptement. Donc, j'avais laissé en suspens le dernier exemple d'application sur les diagrammes TRC modifiés. On nous demandait à partir du diagramme suivant, là, on avait répondu à une question précédente, on nous demandait de trouver les microstructures et les duretés pour différentes trempes, milieux de trempe, eau, huile et air, avec un diamètre de 10 mm en acier 4135. Et puis là, avec le même acier 4135, on nous demande maintenant quel serait le diamètre équivalent dans la dureté et les phases pour une trempe à l'huile d'un acier 4135. Donc, on avait vu que pour une tige de 10 mm, une trempe à l'huile donnait 100% martensite au centre de la tige de 10 mm de diamètre, ainsi qu'une dureté de 625 Vickers au centre de la tige. On nous demande ici, si on veut avoir 100% martensite, euh, 625 HV, euh, quel devra être le diamètre équivalent dans la dureté et les phases pour une trempe à l'huile d'un acier 4135? Donc, on nous dit ici, autrement dit, on regarde la même position, donc pour qu'on avait obtenu pour la trempe à l'huile, et on regarde le diamètre qu'on obtient, c'est 77 mm. Donc, autrement dit, là, c'est par rapport à l'exercice qu'on a fait à trempe à l'air. À trempe à l'air, à 10 mm, on a placé notre barre et on a trouvé que si on fait une trempe à l'air, pour une tige de 10 mm, on obtenait un mélange de, on l'avait vu précédemment ici, à l'air 10% ferrite, 6% martensite, ainsi que 84% de bénite. On avait obtenu 340 Vickers. Donc, quel serait le diamètre de la tige pour avoir ces mêmes phases-là, le même résultat, 10% ferrite, 6% martensite, ainsi que 84% de bénite, ainsi qu'une dureté de 340 HV au centre d'une tige euh, avec une trempe à l'huile. Donc, il s'agit d'utiliser la même droite, mais cette fois-ci d'aller lire à quel diamètre on arrive sur l'axe concernant la trempe à l'huile, oil, et on lit avec l'aide logarithmique, là, quand on fait le calcul de manière précise, on arrive avec un diamètre de 77 mm. Voilà. Et on a le calcul ici, là, on fait une règle de 3 là, avec... bon, ici, là, je vais probablement le passer, je vais le supprimer parce que c'est pas en rapport avec le calcul que je viens de faire ici. 77 mm, oui, donc il est ici.
Et pour une trempe à l'eau, on aurait un diamètre de tige de un petit peu moins que 100 mm si on faisait une trempe à l'eau. Donc il faudrait que la tige ait 100 mm de diamètre pour avoir les phases qu'on a obtenues à l'air à 10 mm de barre. Donc 88,8 mm pour l'eau. Voilà. Maintenant, là je rentre un petit peu plus. On va s'intéresser un peu plus près à la martensite. Donc, comment elle se forme, comment elle dure, pourquoi exactement la martensite est-elle dure, de quoi elle dépend sa dureté. Contrairement à la formation de la perlite, qui est une réaction qui est contrôlée par un mécanisme de germination et croissance, donc ça, on l'avait vu dans les premières capsules de la session, lorsqu'on refroidit un acier lentement à partir de l'austenite, ben, on voit l'apparition de germes de cémentite qui est dû par l'accroissement du taux de carbone dans les zones enrichies et l'apparition de ferrite parallèle à la cémentite qui est due par l'appauvrissement en carbone de ces zones-là. Donc, c'est un phénomène qui s'amorce par germination et qui croît avec le temps, donc croissance. Le mécanisme de formation de la martensite, lui, il est complètement différent. Donc, c'est pas un mécanisme qui dépend de la diffusion comme l'apparition de la perlite. Donc, le carbone ne diffuse pas. Donc, au départ, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le chauffage dans l'austenite permet de solubiliser le carbone, une quantité donc pour une quantité très importante, donc entièrement. Et ça dépend de la température. La transformation commence simultanément en différents points où l'alliage atteint la température MS, le plus souvent à partir des joints de grains. Donc, comme la ferrite et la cémentite, lors du refroidissement à l'équilibre, le martensite débute au joint de grain aussi. On l'avait vu un petit peu dans la capsule précédente. Donc, la structure cristallographique de l'austenite est tentée de se transformer vers celle de la ferrite, mais il n'y a pas de diffusion possible du carbone parce que le refroidissement est trop rapide. On sait que la diffusion du carbone est dépendante de la température. On assiste alors à une onde de choc. Donc, le carbone reste emprisonné dans la ferrite et déforme le réseau normal du cristal. Donc, cette structure-là, on l'appelle la martensite, et la dureté qu'on peut obtenir varie entre 50 et 65 recoilcés, dépendamment du taux de carbone. Donc, pour s'adapter à la présence forcée du carbone dans les sites octaédriques de la ferrite, du réseau cubique centré, donc le réseau cubique centré de fer ne pourra pas rester cubique. Donc, il ne peut pas faire abstraction de la présence du carbone, donc il devra se déformer pour tolérer la présence forcée du carbone en insertion. Donc, il va s'allonger dans une direction pour créer l'espace suffisant pour le carbone. Donc, on voit au départ là, la situation qui est à gauche, qui n'est pas possible là, géométriquement, les atomes de carbone qui occupent des sites qui sont plus petits que lui. Et pour allonger, pour grossir les sites octaédriques, ça demande un déplacement dans un axe des atomes de fer, de façon à ce qu'on n'ait plus un cube, mais on a un parallépipède. Donc, allongement dans l'axe B, onde de choc, voilà, déplacement selon la flèche rouge. Et là, on crée de l'espace plus grand pour tolérer la présence du carbone qui n'est pas capable de diffuser. Donc ça, c'est des images que j'avais déjà montrées. La présence de l'atome de carbone, des atomes de fer qui se tassent, on voit les flèches, où les 6 atomes de fer qui délimitent l'acide octaédrique se déplacent de manière à agrandir le site. Donc ça correspond au déplacement des atomes sur l'autre image aussi. Donc la martensite. Et ça n'explique pas cependant comment ça se fait que la martensite devient dure à ce moment-là. Donc là, je vous l'explique. Et là, il faut se rappeler des notions qu'on avait vues ensemble en alliage léger. Le mécanisme de déformation plastique qui implique le glissement des plans, la présence de dislocations qui sont des défauts d'empilement. Donc, c'est ce que je vous montre ici, là, c'est que pour qu'il y ait déformation plastique, il faut que les atomes puissent se déplacer. Donc, changer de position de manière consécutive en se servant des dislocations. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des dislocations sur l'image que je vous présente ici, là. Si on remarque, là, entre la deuxième et troisième ligne, là, à partir, là, maintenant, si vous comptez le nombre d'atomes sur la deuxième ligne, la troisième ligne, c'est-à-dire deux atomes, et entre le deuxième et le troisième, il y a un défaut d'empilement. Donc, une dislocation.
Et on remarque la présence en même temps d'un cercle vert, ce sont les atomes de carbone. Donc les atomes de fer se voient donc fortement comprimés les uns sur les autres par la présence forcée en sursaturation des atomes de carbone dans les sites. Donc vous voyez que la présence d'atomes de carbone tasse les atomes de fer autour. Et surtout, les atomes de fer vont donc utiliser le dégagement des dislocations pour s'accommoder. Donc on voit là, au bout de la flèche rouge vers la gauche, on voit que l'atome de fer, ben, lui, quand on applique une charge, ben, il voudrait bien se tasser pour accombler à gauche de lui, aller sur la dislocation qui est présente. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a un atome de carbone. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que les atomes de carbone arrivent à empêcher le mouvement consécutif d'atome en atome qui va permettre un glissement de plan total entre deux plans voisins. Et donc, ça empêche la déformation plastique, donc le métal est plus dur. Le métal, la dureté, en réalité, c'est quoi, là? C'est la résistance à la déformation plastique. Donc, il faudrait monter la charge davantage pour vaincre la résistance du carbone, pour amorcer la déformation plastique. Donc ça revient à dire dureté ou limite élastique plus élevée. Dans la martensite, le mécanisme de déformation plastique impliquant le mouvement consécutif d'atome en atome n'est plus possible à cause du carbone qui est inséré dans les sites et qui euh, comprime déjà les atomes de fer. Et ces atomes de fer-là vont donc utiliser les dislocations pour s'accommoder des atomes de la présence d'atomes de carbone. Donc, ce qui fait que la force nécessaire, comme je l'ai dit, pour amorcer le glissement des plans est supérieure à l'énergie de rupture. Donc, en principe, là, la martensite, là, c'est zéro d'utilité. Pourquoi? Parce que si je dépasse la force qui permettrait, la force nécessaire pour faire glisser les plans, elle est supérieure à la force qui relie les atomes entre eux. Donc, ça va impliquer une rupture fragile si la limite élastique est dépassée. Voilà. Donc, l'acier est donc à son maximum de résistance mécanique. Donc, je vois, j'ai mis une petite flèche rouge là sur la flèche jaune qui dit que qu'on pourrait déplacer les atomes. On ne peut pas les déplacer. On ne peut pas déplacer les atomes de fer. On ne peut pas faire glisser les plans les uns sur les autres. Donc, plus la concentration en carbone est élevée dans la martensite, plus le durcissement est important. Parce qu'on agit sur plus d'atomes de fer. Donc, on bloque davantage, on annule davantage de dislocation quand le taux de carbone est plus élevé. Mais arrivé à un certain taux de carbone, ben, du coup que les dislocations sont toutes bloquées, ben, ça ne sert à rien d'ajouter du carbone supplémentaire, ça n'apportera pas de dureté supplémentaire. On obtient ça quelque part entre 0,7 et 0,8% de carbone. Et là, vous voyez la courbe de la relation de la dureté de la martensite par rapport au taux de carbone. Puis il y a une petite courbe rouge aussi qui nous montre que martensite et austenite. Ça, je vais revenir là-dessus plus tard dans la session. J'en ai déjà parlé, mais ici je le rappelle parce qu'il y a une courbe rouge, là, puis je vous explique pourquoi sa présence. Parce que quand on trempe des aciers, il peut y avoir de l'austenite résiduelle. Donc il fait baisser la dureté. Donc, cependant, l'effet du carbone sur la dureté de la martensite ne se fait plus sentir à partir de 0,8 en carbone environ. De fait que dépasser 0,8, la dureté de la martensite stagne. Donc, la présence d'austenite résiduelle affecte grandement la dureté de l'acier trempé. On va voir ça plus tard. Vous avez une autre courbe ici qui représente la dureté en recoilcé de la martensite en fonction du taux de carbone dans la martensite. Courbe très utile en traitement thermique qui va vous servir pour d'autres applications. Ici, ce que je vous montre, c'est une représentation de la surface d'un acier trempé. Donc, les aciers trempés, la surface devient plus rugueuse lorsqu'on la trempe. Pourquoi? Parce que les grains qui débouchent à la surface, les plans de Markle, donc l'allongement qu'on a vu là, dans un sens, peut faire en sorte de déformer le grain qui débouche à la surface et ça va donner cette allure-là. Donc, tout dépendant du sens de l'allongement du cube.
Donc, dans quelle famille de plans le cube s'est allongé, donc le plan n'est pas nécessairement parallèle à la surface. Donc, ça va déformer un petit peu l'allongement, va faire une déformation du grain. Et si ce grain-là débouche à la surface, ça va générer une surface plus rugueuse. Ça, c'est des structures martensiques, métallographie. C'est en aiguille. Certains d'entre vous ont eu l'occasion déjà d'en voir dans vos échantillons de trempe étagée. Le durcissement est dû à la sursaturation très prononcée du carbone dans la matrice métallique, si on l'a vu. Cette sursaturation crée des champs de compression intenses dans la matrice, donc les atomes de fer qui se sont poussés, et les atomes de fer se servent des dislocations pour s'accommoder. Donc je le répète encore ici parce que c'est important. Ces dislocations presque disparues ne peuvent plus permettre la possibilité aux plans de glissement de glisser les uns sur les autres lors de l'application d'une charge qui dépasse la limite. Donc ça fait un bon résumé de ce qu'on a vu là, dans les 10 dernières minutes. La transformation de la martensite dépend de la température atteinte et non du temps. Donc, puisque la martensite, elle est instantanée en fonction du temps, elle ne dépend donc pas du temps. Par contre, si on veut faire apparaître davantage de martensite, il faut atteindre des températures plus basses. Donc, ça dépend de la température. Cette transformation se nomme athermique, contrairement à la transformation isotherme. Un pourcentage de carbone élevé favorise la rétention de l'austenite à température ambiante. Ça, je reviendrai là-dessus, il est trop tôt pour en parler. Je ne sais pas pourquoi je l'ai marqué là tout de suite, là, mais c'est correct. On avait parlé des températures MS et MF dans la capsule précédente, donc je reviens un petit peu là-dessus pour rappeler que la température pour laquelle la transformation martensite débute dépend du taux de carbone dans l'austenite. On le remarque sur les diagrammes TRC. Donc la chute, en fonction de la vitesse de refroidissement qui diminue, la température MS diminue aussi. Donc je l'avais expliqué, mais je l'ai écrit ici, là. Donc plus le taux de carbone est élevé, plus les températures MS et MF diminuent. Donc élevé dans l'austenite, ce qui revient à dire que plus la vitesse de refroidissement est faible, ce qui donne le temps au carbone de s'accumuler dans l'austenite restante. Cette austenite restante-là est enrichie en carbone lors du refroidissement. Lorsque vient le temps de se transformer en martensite, ça va se faire à température plus basse. Donc, puisque le carbone diffuse vers l'austenite restante au fur et à mesure d'un refroidissement lent, l'austenite enrichit graduellement en carbone avant de se transformer en martensite. Donc, ceci explique pourquoi le MS s'abaisse dans les diagrammes TRC lorsque la vitesse de refroidissement diminue. Puis vous avez un autre graphique qui montre ici que, effectivement, plus le taux de carbone est bas dans l'austenite, juste avant la transformation en martensite, plus la température de début de transformation martensitique MS est basse. Puis vous remarquez aussi que c'est la même chose pour la température de fin de transformation martensitique. Puis vous remarquez que en plus, la ligne de transformation martensitique chute plus rapidement. Pour des taux de carbone plus faibles, on a une chute qui s'en va davantage vers des températures plus basses. Donc l'écart de température entre le MS et le MF augmente lorsque il y a plus de carbone dans l'austenite restante ou encore lorsque la vitesse de refroidissement baisse. Pour un pourcentage de carbone donné, le MS en avant du nez de la courbe est toujours à la même température, peu importe le taux de refroidissement employé. Donc ça veut dire que peu importe, là, pour un taux de carbone donné, le MS en avant du nez de la courbe est toujours de la même température. Donc en avant du nez, ça concerne les refroidissements rapides. On l'avait déjà dit, si on le voit là. Donc vous voyez que c'est une droite dans la partie gauche du diagramme, le MS. Donc ça concerne les refroidissements rapides. Pourquoi? Parce que le carbone ne diffuse pratiquement pas, fait qu'il ne peut pas aller enrichir l'austenite restante. La dureté de la martensite peut atteindre 700 Brinell pour un pourcentage de carbone élevé. Donc on parle d'à peu près à 0,8%. Ici, ce que je vous montre, c'est le cycle thermique d'une trempe conventionnelle. Ce qu'on va faire
dans le deuxième laboratoire. Puis vous avez un exemple avec l'acier 1045. Puis justement, le 1045 va être un des aciers utilisés lors du prochain laboratoire, lors du deuxième. Donc le traitement débute par un chauffage assez lent vers l'austenite. Assez lent. Bon. Ben, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on ouvre d'avance le four, puis on met la pièce au four. Fait que c'est pas si lent que ça, là. Ça peut être assez rapide, ça dépend toujours de la taille de la pièce. Vers l'austenite, puis maintien à la température pour assurer la mise en solution complète du carbone et suivi finalement d'un refroidissement très rapide dans un milieu de trempe. Donc ça, c'est le cycle, là. Puis vous voyez que ce qui est important, c'est de chauffer dans la zone assurée. Donc vous avez le diagramme d'équilibre. Et la zone de chauffage, en fonction du taux de carbone, est représentée en assuré. Donc lorsque vous êtes hypoétectoïde, ben, il faut chauffer en haut de A3. Puis c'est minimum 30 degrés environ en haut de A3. Mais si vous êtes un hyper-eutectoïde, la température de chauffage va être la même. Donc, il s'agit de chauffer uniquement en haut de A1. On ne va pas dans 100% austenite, autrement dit. Et ça, je le rappelle pourquoi, parce que ça ne sert à rien de dissoudre davantage que 0,8% de carbone dans l'austenite avant de trempe, parce que la dureté, elle est maximum à 0,8. Donc, c'est pour ça qu'on va se contenter de chauffer en haut de A1. On réussit à dissoudre 0,8% de carbone en haut de A1 pour les aciers hyper-eutectoïdes. Donc, et vous avez à droite le cycle thermique, donc le chauffage de A à B, maintien en température, B à C, et ensuite refroidissement suffisamment rapide, C à D. Des fois, on va faire des préchauffages avant de faire l'ostentisation. Lorsqu'on a des pièces très massives, on va faire du préchauffage avant. Donc, on va chauffer une température d'à peu près 650-700. On va attendre que la température s'uniformise entre le centre et la surface. Et après, on va porter l'acier à température de distillation, de façon à diminuer l'écart de température pendant le chauffage entre le cœur et la surface dans les pièces massives, ce qui pourrait entraîner des fissures lors du chauffage. Austenisation, l'acier hypoétectoïde, c'est A3 et la gamme de température, c'est de 30 à 50 degrés C au-dessus de A3. Puis pour les aciers hyper, comme on a vu tout à l'heure, c'est en haut de A1, c'est de 30 à 50 degrés C en haut de A1. Donc la marge est de 30 à 50 au-dessus de A3. Donc il faut chauffer vraiment là. Si on est à seulement 10 degrés en haut de A3, ce qui va arriver, c'est que la mise en solution du carbone risque d'être incomplète. Donc ça va prendre beaucoup trop de temps au carbone de diffuser. Donc il faut chauffer un peu plus pour accélérer la diffusion. Puis pas trop élevé, on ne dépassera pas 50 degrés C au-dessus de A3 généralement, pour ne pas, par exemple, ça peut entraîner des problèmes de fragilité sur la pièce trempée. Plus on chauffe chaud, plus les grains grossissent. Puis quand on trempe à partir de plus chaud, ça peut entraîner des chocs thermiques trop importants qui peut amener aussi une rupture de la pièce lors de la trempe. Le temps d'oxydisation, la règle de base, qui est très importante à respecter, c'est peu importe la taille de la pièce, jusqu'à 1 pouce, en bas d'1 pouce, c'est 20 minutes. Puis aussitôt qu'on atteint 1 pouce de section, on ajoute 10 minutes aux 20 minutes. Et s'il y a un autre pouce supplémentaire, un autre 10 minutes d'ajout au temps. Donc c'est 20 minutes plus 10 minutes par pouce de section. Donc une pièce de 1 pouce requiert 30 minutes. Une pièce de 2 pouces requiert 40 minutes. Donc 20 plus 10 plus 10. Donc à chaque fois qu'on a un pouce supplémentaire qui s'ajoute, on rajoute un 10 minutes. Ensuite, lorsque l'ostentisation est achevée, c'est la trempe. Donc la réussite de la trempe est basée sur les diagrammes TRC. Le taux de refroidissement critique nous indique le temps disponible pour obtenir 100% martensite. On l'avait déjà vu ça. Les trois principaux milieux de trempe, l'eau, généralement adressée à la trempe des aciers au carbone non alliés, parce que ça prend un refroidissement très rapide. Les aciers au carbone ont une faible trempabilité. Et puis à l'extrême, on peut utiliser même l'eau fortement salée, qui a un pouvoir trempant encore plus élevé. Donc si la trempe n'est pas assez sévère, on va ajouter du sel de 5 à 25% dans l'eau.
Pour les aciers micro-alliés, on va utiliser l'huile. Parce que les aciers micro-alliés vont être capables de tremper des refroidissements plus lents. L'huile, comme molécule, là, ça a une capacité calorifique plus basse que l'eau. Donc, il génère un refroidissement plus lent que l'eau. Et puis pour les aciers qui ont des trempabilités vraiment très très fortes, comme par exemple les aciers inox martensique ou les aciers Hatfield, là on peut sortir la pièce du four, puis on n'a pas besoin de la tremper ni dans l'eau ni dans l'huile. Leur simple refroidissement à l'air va faire une trempe. Ce que je vous montre ici, c'est les phases de refroidissement d'une pièce pendant la trempe. Donc ça se divise en 3 phases. Il y a aussitôt que vous sortez votre pièce à très haute température et qu'elle est en contact avec l'eau, euh, il y a une phase de qualifaction qui s'effectue. Donc, il y a vraiment littéralement là, un gaz vapeur qui entoure immédiatement la pièce. C'est la phase de qualifaction. Ensuite, au fur et à mesure que la pièce refroidit, c'est les phases d'ébullition de l'eau. Donc, on a des bulles. La qualifaction, là, c'est vraiment un manteau de vapeur complet. Tandis que la phase d'ébullition, c'est des bulles de vapeur qui adhèrent à la surface. Et finalement, lorsque la température de l'acier est plus froide, c'est la phase de convection. Là, il n'y a plus de gaz vapeur qui entoure la pièce. C'est du liquide uniquement, puis la convection, parce que l'eau qui se réchauffe, l'eau très chaude, remonte et amène de l'eau plus fraîche par processus de convection. Maintenant, est-ce que je vais terminer la capsule en vous montrant l'influence de différents paramètres sur les vitesses de refroidissement lors d'une trempe conventionnelle. Vous avez plusieurs courbes de refroidissement ici, degrés Celsius par seconde, et vous voyez que ces différentes courbes se rapportent à différentes conditions de trempe, différents milieux de trempe. Donc, la vitesse de refroidissement la plus lente ici, c'est l'air calme à 28 degrés C. Donc, vous voyez que la vitesse de refroidissement est très très lente lorsqu'on sort la pièce du four et on l'expose simplement à de l'air à 28 degrés. Ensuite, vous avez une autre courbe, celle qui est la deuxième plus lente, c'est l'huile de trempe ordinaire à 52 degrés C. Oui, ok. Ensuite, vous avez le sel fondu qui génère à 204 degrés C une vitesse de refroidissement très lente. La huile de trempe à 52 qui génère un refroidissement encore plus rapide. Et puis les deux courbes qui montrent des refroidissements les plus rapides, ben, sont d'une part, là, il y a l'eau à 24 degrés C. Et puis la saumure qui génère le milieu de trempe le plus sévère, une saumure à 10% de chlorure de sodium à 24 degrés C. Donc vous voyez la différence. Là. Donc vous voyez là les différentes courbes de refroidissement. On peut générer différents refroidissements en modifiant le milieu de trempe. Puis on peut y aller aussi en modifiant la température du milieu de trempe. Donc vous voyez, vous avez deux courbes. Toutes les deux, c'est des trempes à l'eau. Celle en pointillé, la plus rapide, c'est une eau plus froide à 24. Puis l'autre courbe plus lente, c'est une eau 2 fois plus chaude, environ à 52 degrés C. Là, je peux pas dire 2 fois plus chaude, là. J'ai dit une niaiserie, là. C'est 24 degrés, 48 degrés, là. Oui, on sait que 48, c'est le double de 24, mais on peut pas dire 2 fois plus chaud. OK? Parce que là, on est en degrés C, puis la référence est à 0. Donc, on pourrait le dire en Kelvin, qu'on est 2 fois plus chaud, car par exemple, si j'ai quelque chose à 200 Kelvin, puis que je le mets à 400, OK, mais en degrés C, on ne peut pas faire ça. OK, ici, l'influence de l'agitation. Quand je vous dis, là, quand vous trempiez, là, de bouger votre pièce, mais regardez l'influence que ça a d'agiter ou de ne pas agiter. Donc, quand on va faire le laboratoire 2, là, on dispose d'agitateurs dans les bacs de trempe. Fait qu'on n'aura pas besoin d'agiter, mais c'est important pour assurer une vitesse de refroidissement suffisante. Donc, ça fait une grande différence sur la courbe. On le voit ici. Là. Ensuite, l'influence de la taille de l'échantillon. Donc, ce qu'on nous montre ici, c'est la vitesse de refroidissement au centre.
vous avez un échantillon de 3 quarts de pouce de diamètre, un autre de 1 demi-pouce, puis un autre de 1 quart de pouce. Et là, ben, la pièce plus petite à 1 quart de pouce, là, ça génère la vitesse de refroidissement la plus rapide. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur à sortir, ça refroidit plus vite. À l'inverse, la pièce à 3 quarts de pouce, ben, il y a plus d'énergie à sortir du centre vers l'extérieur, ça va être plus lent. Et je vous montre ça finalement, c'est la dernière image là, pour la capsule là, de cette semaine. C'est tout simplement une autre image qui montre l'influence du diamètre des tiges sur la vitesse de refroidissement, puis on fait passer ça à travers un diagramme, une courbe de diagramme Thierry, TTT. Donc pour montrer l'influence de la taille des pièces sur le refroidissement et sur la dureté obtenue. Donc plus les pièces sont massives, plus le refroidissement est lent au centre, plus la dureté sera faible au centre, et plus il va y avoir de phase d'équilibre et moins de martensite et de bénite. Donc ça complète pour cette semaine. Je m'arrête là, je ne veux pas avancer trop loin. Je veux, comme je l'ai dit, me synchroniser avec le sujet des laboratoires. Donc, et là, il y a l'examen la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de nouvelle capsule la semaine prochaine. Je rappelle qu'il y a un examen de prévu. Donc, ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va avoir commencé le deuxième laboratoire, je vais commencer dès lors à préparer un nouveau sujet qui sont les revenus, donc qui concerne le sujet du troisième lab. Voilà.